Nous cherchons maintenant à déterminer la distribution complète du montant agrégé des sinistres, et non plus seulement son espérance ou sa variance. Dans le modèle collectif, le total est une somme dont le nombre de termes est aléatoire. La méthode naturelle consiste donc à conditionner par rapport au nombre de sinistres. Lorsque le nombre de sinistres est égal à n, le montant agrégé, et la somme de n montants individuels indépendants est de même loi. La distribution de cette somme est obtenue par la convolution répétée de la loi d'un sinistre. La convolution décrit toutes les manières possibles de répartir un montant total entre plusieurs sinistres. Pour deux sinistres, par exemple, on considère toutes les valeurs que peut prendre le premier, puis la valeur complémentaire que doit prendre le second, pour que leur somme atteigne le niveau étudié. La distribution non conditionnelle du total est ensuite un mélange. Pour chaque valeur possible de n, on prend la distribution de la somme de n sinistres et on la pondère par la probabilité d'observer exactement n sinistres. Le cas n égale à 0 doit être inclus. Il correspond à une masse de probabilité au point 0, puisque l'absence de sinistre entraîne un coût total nul. Lorsque les montants possèdent une densité, la densité de la somme de n sinistres peut être construite récursivement. On part de la densité d'un seul sinistre, puis on la convolue avec elle-même pour obtenir la densité de deux sinistres, et ainsi de suite. Cette récursion est théoriquement simple, mais son coût de calcul augmente rapidement avec n. L'idée centrale à retenir est donc que la loi du total combine deux niveaux d'aléas. La loi du nombre de sinistres détermine les poids du mélange. La loi des montants détermine chacune des composantes obtenues par convolution. Cette représentation est exacte et générale, mais elle n'aboutit que rarement à une expression fermée. C'est pourquoi nous étudierons ensuite des cas particuliers, des méthodes récursives et des approximations. Le slide précise pourquoi les convolutions peuvent être calculées par récurrence. Pour étudier la somme de n sinistres, on la décompose en deux parties. La somme des n moins un premier sinistre, puis le dernier sinistre. On conditionne alors par rapport au montant de ce dernier. Si le dernier sinistre vaut une certaine somme, la somme des sinistres précédents doit rester inférieure à la différence entre le seuil total et ce montant. On calcule cette probabilité pour toutes les valeurs possibles du dernier sinistre, puis on les moyenne à l'aide de sa densité. Cette opération donne la fonction de répartition de la somme. En dérivant par rapport au seuil, on retrouve la formule de convolution pour les densités. Cette démarche constitue l'intuition de la preuve. On construit la loi à n termes à partir de la loi à n moins un terme. L'indépendance permet de séparer la distribution du dernier sinistre de celle de la somme précédente. Sans indépendance, une densité conditionnelle devrait être introduite et la formule serait beaucoup moins simple. En pratique, plusieurs stratégies sont possibles. Dans certains couples de distribution, le mélange des convolutions se simplifie et donne une loi explicite. Le modèle géométrique exponentiel en fournira un exemple. Dans d'autres situations, une méthode numérique exacte ou quasi exacte est préférable. La récursion de Panger calcule successivement les probabilités du montant agrégé lorsque les montants ont été discrétisés. On peut également transformer la distribution, effectuer les calculs dans le domaine des fréquences, puis revenir à la distribution par une transformée de Fourier rapide. Lorsque le calcul exact devient trop lourd, on remplace la loi du total par une distribution plus simple ayant des caractéristiques proches. L'approximation normale utilise seulement la moyenne et la variance. L'approximation par une gamma translatée utilise aussi la symétrie. Le choix de la méthode dépend donc de l'objectif. Pour une prime moyenne, les premiers moments peuvent suffire. Pour un quantile élevé, une probabilité de ruine ou une prime stop-loss, la queue de la distribution doit être reproduite avec précision. Une méthode rapide, mais mal adaptée à la queue, peut alors donner une réponse actuarielle trompeuse. Le cas exact le plus simple est celui où tous les sinistres ont exactement le même montant. La distribution de la sévérité est alors dégénérée. Il n'existe plus d'incertitude sur le coût individuel. Le seul aléa porte sur le nombre de sinistres. Si chaque sinistre coûte C, le montant agrégé est simplement le nombre de sinistres
multiplié par C. Le total ne peut donc prendre que des valeurs régulièrement espacées. 0, C, 2 fois C, 3 fois C, et ainsi de suite. La probabilité que le montant total soit égal à K fois C est exactement la probabilité que le nombre de sinistres soit égal à K. La distribution du total possède ainsi la même forme que celle de la fréquence, mais son support est dilaté par le montant C. Si le nombre de sinistres suit une loi de Poisson, le total est une version de cette loi placée sur les multiples de C. Si la fréquence suit une loi négative binomiale, la même correspondance s'applique. Ce cas illustre clairement la différence entre fréquence et sévérité. Lorsque la sévérité est parfaitement déterministe, toute la variabilité du portefeuille provient de la fréquence. La moyenne du total est le montant C multiplié par le nombre moyen de sinistres. Sa variance est le carré de C multiplié par la variance de la fréquence. Il permet également de comprendre la discrétisation utilisée dans les algorithmes. Dans un portefeuille réel, les montants ne sont pas constants, mais on peut les arrondir à des multiples d'une unité monétaire choisie. La distribution des sévérités devient alors discrète et le total appartient lui aussi à une grille. Plus l'unité est fine, plus l'approximation est précise, mais plus le calcul est coûteux. Enfin, ce modèle révèle pourquoi le calcul devient complexe dès que les montants varient. Avec un montant constant, une valeur du total correspond à une seule valeur de la fréquence. Avec des montants aléatoires, un même total peut provenir de nombreuses combinaisons. Peu de grands sinistres, beaucoup de petits sinistres ou un mélange des deux. Les convolutions ont précisément pour rôle d'additionner les probabilités de toutes ces configurations. Nous étudions maintenant un modèle dans lequel le nombre de sinistres suit une loi géométrique et les montants individuels suivent une loi exponentielle. Ce choix est intéressant parce qu'il conduit à une distribution agrégée explicite. Avec la convention utilisée ici, la loi géométrique autorise la valeur 0. Il existe donc une probabilité positive qu'aucun sinistre ne survienne. Lorsqu'au moins un sinistre est observé, leur nombre peut être arbitrairement grand, mais sa probabilité décroît géométriquement. Les montants suivent une loi exponentielle. Conditionnellement au fait que n sinistres se sont produits, le total est la somme de n variables exponentielles indépendantes de même paramètre. Cette somme suit une loi gamma dont le paramètre de forme est n. Cette stabilité par addition est l'élément qui rend le calcul possible. La distribution du total comporte d'abord une masse au point 0 égale à la probabilité d'absence de sinistre. Pour les valeurs strictement positives, elle est obtenue en mélangeant les densités gamma correspondant aux différents nombres de sinistres. Chaque densité est pondérée par la probabilité géométrique du nombre associé. L'intuition est donc la suivante. Le modèle agrégé est un mélange d'une situation sans paiement et d'une infinité de situations avec 1, 2, 3 sinistres ou davantage. La partie sans paiement reste isolée sous forme d'une masse ponctuelle. La partie positive est une moyenne pondérée de loi gamma. À ce stade, la somme infinie semble encore compliquée. Mais les facteurs géométriques de la fréquence et les puissances présentes dans les densités gamma se combinent de manière très favorable. Le développement obtenu peut être reconnu comme celui d'une fonction exponentielle. Le slide suivant montre que toute la partie positive du mélange se réduit finalement à une seule loi exponentielle avec un paramètre modifié. Cet exemple est important parce qu'il montre qu'une distribution composée peut parfois appartenir à une famille très simple, malgré la présence d'un nombre aléatoire de termes. En développant le mélange précédent, on constate que la distribution du montant agrégé possède une structure remarquablement simple. Avec une certaine probabilité, le total est exactement nul. Avec la probabilité complémentaire, le total positif suit une loi exponentielle dont le paramètre est plus faible que celui des sinistres individuels. Un paramètre exponentiel plus faible correspond à une moyenne plus élevée et à une décroissance plus lente de la queue. C'est logique. Le montant positif du portefeuille
peut résulter de la somme de plusieurs sinistres. Il est donc généralement plus grand qu'un sinistre individuel et sa queue doit être plus étalée. L'intuition de la démonstration repose sur le regroupement des termes de la série. La somme de n exponentielle donne une densité gamma comportant une puissance du montant et une factorielle. Les probabilités géométriques apportent une puissance supplémentaire du paramètre q. En regroupant ces éléments et en changeant l'indice, on reconnaît le développement en série de l'exponentielle. L'infinité des densités gamma se résume ainsi à une seule densité exponentielle. On peut retrouver le même résultat par la fonction génératrice des moments. La fonction génératrice d'une somme aléatoire est obtenue en composant celle de la fréquence avec celle de la sévérité. Après simplification, l'expression se décompose en deux termes. Un terme constant correspondant à la masse en zéro et un terme correspondant à la fonction génératrice d'une loi exponentielle. L'unicité de la fonction génératrice permet alors d'identifier la loi. Les deux preuves sont complémentaires. La première agit directement sur les densités et montre comment les composantes gamma se combinent. La seconde travaille au niveau des transformés et évite de manipuler explicitement toutes les convolutions. Cet exemple met aussi en évidence une propriété générale des modèles composés. La distribution du total peut contenir simultanément une partie discrète et une partie continue. La masse en zéro représente l'absence de sinistre. La densité sur les valeurs positives décrit le coût lorsque le portefeuille est sinistré. Cette structure doit être prise en compte lors du calcul des quantiles ou des primes conditionnelles. La récursion de Panger fournit une méthode efficace pour calculer la distribution exacte d'un montant agrégé discrétisé. Elle s'applique lorsque les montants de sinistres prennent des valeurs entières et lorsque la loi du nombre de sinistres appartient à une classe récursive particulière. Cette classe est définie par une relation simple entre deux probabilités successives du nombre de sinistres. Les lois de Poisson, binomiales et négatives binomiales, en font partie, avec des valeurs différentes de deux paramètres, traditionnellement notés A et B. Ces trois lois couvrent les principaux cas de sous-dispersion, d'équidispersion et de surdispersion de la fréquence. La première étape consiste à calculer la probabilité que le montant total soit nul. Si un sinistre individuel ne peut jamais être nul, cela se produit uniquement lorsqu'aucun sinistre n'est observé. Si un montant nul est possible, le total peut rester nul même en présence de plusieurs événements de coût nul. La probabilité s'obtient alors à partir de la fonction génératrice de la fréquence évaluée à la probabilité qu'un sinistre est un montant nul. Pour chaque montant positif S, la récursion exprime ensuite la probabilité du total S à partir des probabilités déjà calculées pour des montants inférieurs. On examine toutes les valeurs positives H que peut prendre le dernier sinistre. Pour chacune, le reste du portefeuille doit produire le montant S moins H. La probabilité correspondante combine donc la probabilité du sinistre H et celle du total résiduel. Le coefficient supplémentaire provient de la relation récursive satisfaite par la fréquence. L'intuition de la preuve consiste à décomposer le total selon le nombre de sinistres, puis à distinguer l'un des sinistres dans la somme. Par symétrie, chaque sinistre joue le même rôle. La relation entre les probabilités successives de la fréquence permet alors d'éliminer le nombre de sinistres et de ne conserver qu'une récursion sur le montant total. L'avantage est considérable. On évite de calculer séparément toutes les convolutions et de sommer sur toutes les valeurs de la fréquence. Une fois la valeur initiale connue, les probabilités sont obtenues dans l'ordre croissant. La précision dépend toutefois de la discrétisation des montants et le temps de calcul augmente avec l'étendue de la grille. Lorsque le calcul exact est trop coûteux, une première solution consiste à approcher la distribution du montant agrégé par une loi normale. Cette méthode repose sur le théorème central limite. Lorsque le portefeuille comporte en moyenne un grand nombre de sinistres et qu'aucun sinistre individuel ne domine le total,
L'effet de l'agrégation tend à rendre la distribution plus régulière et plus proche d'une forme gaussienne. Les deux paramètres de l'approximation sont choisis de manière à conserver la moyenne et la variance exacte du montant agrégé. La loi approchante possède donc le même centre et le même niveau global de dispersion que la loi composée. Cette approximation est simple à mettre en œuvre. Une fois la moyenne et l'écart type connus, les probabilités de dépassement et les quantiles peuvent être calculées à partir de la loi normale standard. Elle est particulièrement utile pour obtenir rapidement un ordre de grandeur ou pour étudier la zone centrale de la distribution. L'intuition du théorème central limite est que le total résulte de l'addition de nombreux effets individuels. Les particularités de chaque sinistre se compensent progressivement et la distribution standardisée se rapproche d'une loi universelle. Dans un modèle de poisson composé, ce rapprochement s'améliore lorsque le paramètre de fréquence augmente. Cependant, le seul fait que le nombre moyen de sinistres soit élevé ne garantit pas une bonne approximation partout. Il faut aussi que les montants individuels aient une variance finie et que la queue ne soit pas dominée par quelques pertes très sévères. Si les sinistres suivent une loi très asymétrique ou à queue lourde, la convergence peut être lente, surtout pour les probabilités rares. La loi normale doit donc être vue comme une approximation de premier niveau. Elle reproduit exactement les deux premiers moments, mais ignore l'asymétrie et les moments d'ordre supérieur. Sa qualité doit être appréciée en fonction de la partie de la distribution qui intéresse l'actuaire. La première limite de l'approximation normale vient du support. Un montant agrégé de sinistres est toujours positif ou nul. Une loi normale, en revanche, attribue toujours une probabilité positive aux valeurs négatives. Si la moyenne est très grande par rapport à l'écart type, cette probabilité peut être négligeable. Dans un portefeuille plus petit ou plus volatile, elle peut devenir significative et révéler une approximation inadéquate. La deuxième limite est la symétrie. Les distributions de coûts d'assurance sont généralement asymétriques. Elles sont bornées à gauche par 0, mais peuvent prendre des valeurs très grandes à droite. La loi normale impose des queues identiques des deux côtés. Elle peut donc sous-estimer la probabilité des pertes élevées, même lorsqu'elle décrit correctement la zone proche de la moyenne. La troisième limite concerne la vitesse de décroissance de la queue. La queue normale diminue très rapidement. De nombreuses lois de sinistres, notamment la log normale, la Weibull avec certains paramètres ou la Pareto, ont une queue plus lourde. Une approximation satisfaisante au centre peut alors être très mauvaise pour un quantile extrême ou une prime de réassurance. Le coefficient d'asymétrie permet de mesurer l'écart à la symétrie. Dans le modèle de poisson composé, il dépend du troisième moment, des montants individuels et décroît comme l'inverse de la racine carrée de la fréquence moyenne. Ainsi, lorsque la fréquence augmente, l'asymétrie se réduit et l'approximation normale s'améliore. Mais si le troisième moment de la sévérité est très élevé, cette amélioration peut rester lente. Cette observation donne une intuition quantitative du théorème central limite. La convergence vers la normalité est plus rapide pour des sévérités modérément dispersées que pour des sévérités fortement asymétriques. En pratique, il est utile de contrôler la probabilité négative induite par l'approximation, le coefficient d'asymétrie du total et la qualité de l'ajustement dans la zone d'intérêt. Lorsque ces diagnostics sont défavorables, une approximation asymétrique, telle que la gamma translatée, est généralement préférable. La loi gamma constitue une alternative naturelle à la loi normale pour les montants d'assurance. Elle est définie sur les valeurs positives et elle est asymétrique à droite. Elle reproduit donc mieux la forme générale de nombreuses distributions de coûts. Une loi gamma ordinaire ne possède cependant que deux paramètres. Elle peut ajuster la moyenne et la variance, mais son asymétrie est alors imposée par ces deux choix. Cette rigidité peut être insuffisante pour reproduire simultanément le centre et la queue de la distribution composée. La gamma translatée ajoute un troisième paramètre, une constante de translation. On commence par une variable gamma positive, puis on déplace toute sa distribution vers la droite ou vers la gauche. Ce déplacement modifie
la moyenne sans changer la variance ni la symétrie. Les deux paramètres de la gamma contrôlent la dispersion et la forme, tandis que la translation ajuste la localisation. Grâce à ces trois paramètres, on peut égaliser trois caractéristiques de la loi approchante avec celles du montant agrégé: la moyenne, la variance et le coefficient d'asymétrie. Cette procédure est appelée ajustement par les moments. L'intuition est que les trois premiers moments décrivent trois aspects différents. La moyenne fixe le niveau central du coût, la variance fixe son étalement. Le troisième moment centré, ramené à une échelle sans unité, mesure la dissymétrie entre les grandes et les petites valeurs. En reproduisant ces trois quantités, la gamma translatée conserve davantage d'informations que l'approximation normale. Cette méthode reste une approximation. Elle ne garantit pas une reproduction parfaite de la queue, notamment lorsque les sinistres individuels sont extrêmement lourds ou lorsque la distribution du total possède une forte masse au point 0. La constante de translation peut aussi conduire à une borne inférieure négative, ce qui doit être surveillé pour une variable de coût. Malgré ces réserves, la gamma translatée offre un bon compromis entre simplicité et flexibilité. Elle conserve une densité explicite, permet des calculs rapides et reproduit l'asymétrie, ce qui la rend souvent plus pertinente que la loi normale pour des portefeuilles de taille intermédiaire. Ce dernier slide montre comment déterminer concrètement les trois paramètres de l'approximation. On part des propriétés connues d'une variable gamma translatée. La translation ajoute une constante à la moyenne, mais elle ne modifie ni la variance, ni le coefficient d'asymétrie. Le paramètre de forme de la loi gamma détermine principalement l'asymétrie. Lorsque ce paramètre est grand, la distribution devient moins dissymétrique et se rapproche d'une forme normale. Le paramètre de taux règle ensuite l'échelle et donc la variance. La procédure d'ajustement se déroule en trois étapes. On commence par choisir le paramètre de forme, de manière que le coefficient d'asymétrie de la gamma soit égal à celui du montant agrégé. Comme la relation entre les deux est explicite, ce paramètre s'obtient directement. On choisit ensuite le paramètre de taux afin de reproduire la variance du montant agrégé compte tenu du paramètre de forme déjà déterminé. Cette étape ajuste la dispersion sans modifier l'asymétrie qui vient d'être calibrée. Enfin, on détermine la constante de translation pour que les moyennes coïncident. On compare la moyenne de la gamma ainsi calibrée à la moyenne du montant agrégé, puis on applique le déplacement nécessaire. L'ordre des étapes reflète la structure des paramètres. L'asymétrie identifie la forme, la variance identifie l'échelle et la moyenne identifie la translation. La preuve consiste simplement à écrire les trois équations d'égalité des moments et à les résoudre successivement. Lorsque l'asymétrie du montant agrégé est faible, le paramètre de forme devient grand et la gamma translatée se rapproche d'une loi normale. L'approximation contient donc la logique de la normalité comme cas limite. Lorsque l'asymétrie est plus forte, elle conserve une queue droite plus prononcée. Avant l'utilisation, il convient de vérifier que les trois premiers moments existent et sont estimés de façon suffisamment stable. Le troisième moment est particulièrement sensible aux grandes observations. Une mauvaise estimation de l'asymétrie peut donc entraîner des paramètres instables. Il faut également contrôler que la borne inférieure induite par la translation reste compatible avec un montant de sinistre positif.